Merci de nous retrouver ce soir. Il est 18h30, on est en direct dans le studio de Boursorama pour ce webinaire, cette webconférence intitulée 3 étapes pour devenir un investisseur avisé avec des ETF, tout un programme. Alors, on a déjà consacré de nombreuses émissions, de nombreux webinaires aux ETF. Je vous invite d'ailleurs à retrouver tous les 100% ETF réalisés en partenariat avec iShares sur le site Boursorama. Les ETF, je le rappelle, ces fonds accessibles, peu chargés en frais, qui permettent de répliquer simplement la performance d'un indice. Ils sont souvent vus comme un bon moyen, voire peut-être même le meilleur, pour commencer en bourse, mais malgré ça, on est un petit peu tous pareils. Il peut y avoir des freins, des questions qui vous bloquent, qui nous bloquent au moment de se lancer. Alors, ce soir, on a voulu passer en revue les 3 étapes à cocher pour devenir justement un investisseur avisé avec des ETF. Et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué, surtout quand c'est expliqué avec la pédagogie et l'expertise des invités que je retrouve ce soir autour de moi sur le plateau. À commencer par Charlotte Grosso, responsable commercial France et Monaco chez BlackRock. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Laurent. Accompagné d'Arnaud Gillon, directeur iShares France chez BlackRock, lui aussi. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Laurent. Et je rappelle, BlackRock et sa marque d'ETF iShares sont partenaires de Boursobank, à la fois dans le cadre de Boursomarket, qui vous permet de trader sur une large gamme d'ETF iShares sans frais de courtage, et dans le cadre de l'offre de gestion pilotée du plan d'épargne retraite, le Perrin Matelas, proposé par Boursobank. Là aussi, toutes les informations sont sur le portail Boursorama. Bien sûr, ce soir, nous sommes là aussi et surtout pour répondre à vos questions, certaines posées au moment de l'inscription, d'autres en direct sur la tablette juste à côté de moi pendant ces 40 minutes, allez, peut-être même 1 heure de direct ensemble, on va voir, ça dépendra notamment aussi de vos questions. Et avant de se lancer sur ces 3 étapes, on va se poser une question encore plus simple, plus fondamentale. Avant le comment, il va falloir connaître le pourquoi. Pourquoi, Charlotte, est-ce que les personnes qui nous regardent doivent se mettre à investir? Oui Laurent, pourquoi investir? Je pense que c'est la question que beaucoup d'entre nous se posent ce soir. Mais avant d'y répondre, je voudrais prendre le temps de définir ce que ça veut dire investir. Parce qu'il peut y avoir parfois un petit peu de confusion autour du terme investir versus épargner. Voilà. Épargner, c'est ce qu'on fait déjà un certain nombre d'entre nous lorsque on met de l'argent de côté chaque mois. En fait, c'est quelque chose qui va permettre de se constituer une épargne de précaution, c'est-à-dire un filet de sécurité pour faire face aux coups durs. Par exemple, vous avez la voiture qui vous lâche ou plus grave, vous devez faire face à un licenciement. Ce qu'on préconise souvent, c'est d'avoir une épargne de précaution qui est équivalente au moins à 3 mois de salaire pour pouvoir faire face justement aux imprévus. Donc c'est de l'argent qui doit vraiment rester accessible, disponible rapidement, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle on a tendance à l'investir sur une enveloppe sans risque. Par exemple, on peut penser au livret A. Livret A qui est un placement garanti au niveau de son rendement, défiscalisé également, et qui rapporte aujourd'hui 3% par an. Donc c'est quand même 2 fois plus qu'il y a 1 an, notamment grâce à la remontée des taux. Donc ça, c'est épargner. C'est pas la même chose qu'investir. Ouais, donc ça, c'est pour la partie épargne. Et les Français sont plutôt bons là-dedans, sauf que sur la partie investissement, ça se complique, ou en tout cas, c'est là où on est peut-être, il y a encore du progrès à faire, et c'est là où aussi on passe à côté de quelque chose d'important. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on s'est constitué cette épargne de précaution, ce matelas de sécurité, la prochaine étape et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait de mon restant à vivre, donc cet argent, cette somme d'argent qui me reste chaque mois sur mon compte, une fois que j'ai fait face un peu à mes dépenses fixes et récurrentes comme mon loyer ou mon crédit, lorsqu'on a payé les courses et loisirs. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai pas envie de prendre un petit peu plus de risques que le livret A, pour essayer d'aller générer justement un rendement potentiellement plus élevé à long terme et donc finalement utiliser ce restant à vivre pour cette fois-ci investir et notamment pourquoi pas investir sur les marchés boursiers. Et ce que l'on voit dans la pratique, c'est que les Français sont très peu nombreux en fait à passer de cette étape d'épargnant, c'est ça. Ils sont de très bons épargnants, à cette étape d'investisseur. On est beaucoup plus frileux que nos voisins en Europe, notamment si vous vous tournez du côté de l'Allemagne, vous avez aujourd'hui des millions d'Allemands qui investissent chaque mois sur les marchés financiers. On voit qu'en moyenne, sur les savings plans allemands, qui sont donc des dispositifs de versement programmés, certains Allemands mettent 150, 180 € par mois dans les marchés financiers. C'est la même chose si on se tourne du côté des États-Unis. Pourtant, en France, d'après une étude de Schroders, on voit que nous sommes à peine 16% à considérer ne serait-ce qu'investir sur les marchés financiers. Donc, voilà, d'un côté, à l'échelle du globe, les marchés financiers sont des investissements qui séduisent plus d'un investisseur sur 4, mais quand on regarde du côté de la France, on voit qu'il y a un véritable décalage par rapport au reste de l'Europe. Bon, il y a encore des progrès à faire, en même temps, on pourrait se dire, oui, bon, d'accord, mais finalement, c'est pas si grave. Alors c'est vrai, j'ai beaucoup de gens qui me disent voilà, ça y est, j'ai atteint le plafond sur mon livret A, maintenant finalement je ne sais pas trop quoi faire de mon argent, donc je le laisse sur mon compte courant.
En fait, quand on me dit ça, ce que j'ai tendance à répondre, c'est tu ne fais rien, mais en fait, si tu prends une décision active, déjà une décision. Quand tu laisses dormir ton argent sur ton compte courant, parce qu'on sait qu'en France, les comptes courants ne sont pas rémunérés, et donc finalement, c'est une décision active de ne pas investir, et donc de laisser ces économies quelque part en prise avec les aléas de l'inflation. Parce que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'inflation, c'est le véritable ennemi de l'épargnant, c'est l'ennemi invisible de l'épargnant, c'est en fait cette progressive perte de pouvoir d'achat qui vient chaque année un petit peu plus grignoter nos économies, année après année. Ouais, et la Banque de France le dit, c'était 600 milliards d'euros fin d'année qui étaient encore sur les dépôts à vue. C'est plus que le livret A et le LDDS cumulés. Donc oui, il y a de l'argent qui reste sur les dépôts à vue. Tout de suite, cette question d'Ismaël qui est tombée en direct, peut-on investir dans des ETF sans épargne de sécurité ? Vu ce qu'on a dit, il vaut quand même mieux d'abord faire ce matelas, malgré tout. Ça, c'est quand même un bon conseil d'épargne de commencer à avoir ces 3 mois d'épargne disponibles, vous l'avez dit, pour faire face aux coups durs. Effectivement, c'est une façon en fait, de pouvoir se prémunir contre les aléas de la vie. Et on sait tous que ces aléas-là, ils sont imprévisibles. Bon, surtout que là, on a parlé effectivement du rendement du livret A, en disant 3%, c'est pas mal. Sauf que l'inflation, elle a continué à progresser. Voilà, une inflation finalement qui reste en hausse, même en 2024. Alors, elle tend un petit peu à se stabiliser, c'est ce qu'on observe à court terme, mais elle reste quand même élevée. On a vu 5-6% en 2022, en 2023. Et puis surtout, quand on discute un petit peu avec un certain nombre d'observateurs du marché, il y a quand même un consensus pour dire que ces niveaux d'inflation devraient rester au-dessus des niveaux historiques, en tout cas pour quelques années. Donc vous avez vraiment une inflation qui est un peu de retour dans le paysage, avec des effets à long terme qui sont potentiellement dévastateurs sur notre épargne. Je vous donne un exemple, et je rappelle ce chiffre, sur les 25 dernières années, le pouvoir d'achat des Français a été divisé par 2 en raison de l'inflation. Donc il faut aujourd'hui 2 fois plus d'argent pour acheter le même panier de biens et services qu'au début des années 2000. Donc on voit un petit peu cet impact concret de l'inflation sur nos économies. Et finalement, j'en reviens à votre question initiale, Laurent, pourquoi investir ? Eh bien, quand on voit, comme vous le disiez, que les livrets A rapportent finalement l'équivalent de l'inflation, voire moins, on peut se poser la question s'il ne serait pas judicieux d'investir finalement pour pouvoir ne serait-ce que maintenir son pouvoir d'achat à long terme. Oui, parce qu'effectivement, on a l'imprestion que tout le monde est un petit peu déprimé, on a l'impression que personne n'est véritablement à l'abri de l'inflation. Ça, c'est un fait, Laurent. Oui. Alors, Benjamin Franklin disait, en ce monde, il n'y a rien n'est certain, à part peut-être la mort et les impôts. Je pense que s'il le disait en 2024, peut-être qu'il rajouterait aussi... Et l'inflation. Mais quoi qu'il en soit, je pense que, je vous rassure, il existe quand même des raisons beaucoup plus positives d'investir et puis notamment d'investir en bourse. La principale raison, c'est que si vous respectez un certain nombre de principes de bon sens, une certaine discipline, en fait, les marchés boursiers sont un excellent moyen de faire croître son capital à long terme. Et d'ailleurs, si vous regardez du côté des investisseurs avisés, donc les investisseurs institutionnels par exemple, ou même les grandes fortunes de ce monde, vous voyez que d'une manière ou d'une autre, ils vont chercher à s'exposer à la dynamique des grandes bourses mondiales, tout simplement pour faire fructifier leur capital dans le temps et surtout pour pouvoir atteindre leurs objectifs financiers. Alors ces objectifs, ça peut être réaliser un projet, ça peut être préparer sa retraite ou même la transmission. Bon, moi, ce que j'ai retenu, c'est que finalement, pourquoi on investit ? À la fois, effectivement, pour se protéger de l'inflation, et Dieu sait qu'il y a matière à faire en ce moment, et puis pour financer ses projets. C'est ça, j'ai à peu près bien résumé. Bon, voilà pour ce petit préambule, effectivement, parce que c'est important de se poser les bonnes questions. On va maintenant s'intéresser à ces fameuses 3 étapes pour investir, faire de vous un investisseur avisé. Et ça commence, effectivement, ça commence par bien définir son projet, parce qu'effectivement, on a des projets, mais il faut encore bien les définir. Ça semble évident, dit comme ça, et pourtant, c'est quand même... Il faut se poser 5 minutes pour avoir à la fois les bonnes questions et être bien en face sur les objectifs poursuivis. Alors tout à fait. Première étape, on va essayer de définir ce qu'on veut faire avec le capital qu'on souhaite faire croître. On est tous là en train d'essayer de protéger encore une fois son pouvoir d'achat et de le faire croître. Et en fait, quand on dit projet, essayer de comprendre, c'est vraiment pour essayer de le transcrire sur une variable qui est importante, c'est l'horizon de placement. Oui. Donc en fait, quand on parle de projet, c'est se dire que ce soit retraite, là c'est horizon de placement très long, enfin dans mon cas, j'ai encore une vingtaine d'années. Vous êtes tellement jeune, Arnaud. Merci. Dans le cas d'un achat d'une voiture, ça peut être plus court, des études des enfants entre les deux dans mon cas. Et en fait, donc c'est vraiment, quand on dit projet, et d'ailleurs ça peut être multiples projets, c'est de se dire à quel moment j'ai besoin de disposer de mon capital. Et donc c'est vraiment cet horizon qui est crucial pour le choix des ETF qu'on va mettre en portefeuille.
Et je vous coupe, mais parce que c'est ça aussi, hein, c'est l'interactivité des webinaires. Lali nous dit quel est le minimum de temps quand vous évoquez le long terme? Parce qu'on se dit, oui, le long terme, Alors, c'est quoi? C'est 1 an, c'est 3 ans, c'est 5 ans, c'est 8 ans? Alors, le long terme, en fait, on aime bien parler de 20 ans. Quand c'est voilà, enfin, en tout cas, le maximum de ce qu'on appelle long terme, ça va être un horizon de 20 ans. C'est intéressant, pourquoi de ce 20 ans? C'est parce qu'en général, quand on a à la fois, on parlera un peu d'obligataires, mais donc qui sont des emprunts faits par des entreprises ou des États, c'est un peu la norme des plus longs. Donc en général, les plus longs emprunts sont autour de 20 ans, donc on peut se projeter comme ça. Et en général, quand on valorise une action, il se trouve qu'on regarde les revenus réguliers annuels, et on a tendance à se projeter un peu sur les 20 ans. Donc c'est un peu le cadre, donc là c'est la barrière très longue. Oui. Et à court terme, quand on parle d'investissement et qu'on sort de l'épargne que Charlotte avait évoqué, on est plutôt sur 1 an. D'accord. Donc on a un court terme qui est quand même de l'ordre d'1 an, un long terme qui est de l'ordre de 20 ans. Bon, voilà, sur la définition de son projet, oui. Donc je reprends le fil de ma discussion. Donc pourquoi en fait l'horizon de placement c'est important? C'est parce qu'en fait quand on investit sur les marchés, ça peut monter, ça peut baisser. Donc encore une fois, il y a tous les disclaimers des performances passées ne présagent pas des performances futures. Ça y est, on l'a fait. Donc, le CAC est au plus haut, est-ce que ça va continuer? Donc on voit l'intérêt en regardant en arrière d'investir. Tiens, si seulement. Mais par contre, voilà, pour rassurer les gens, quand on regarde sur les 10 dernières années, le nombre de points hauts, il y a souvent des étapes de record. Donc on n'est pas forcément au plus haut ever, comme on dit en anglais, all time high, forcément. Et donc, pour revenir sur cet horizon, donc ça peut monter, ça peut baisser. Et en fait, il y a un principe important en finance. Il y a plein de questions. Il y a plein de questions. C'est plus une réaction NB qui nous dit bonsoir, je suis prêt à franchir le pas des ETF, mais justement, est-ce que c'est pas le pire moment pour commencer eu égard au niveau élevé des bourses actuellement? C'est exactement. Voilà, donc c'est la réponse. Donc il y a des graphiques, je les ai pas, on les a pas préparés, mais vous allez les trouver sur Internet, sur un moteur de recherche que je ne citerai pas parce que je ne sais pas si j'ai le droit, mais de regarder combien de points hauts, et en fait vous retrouvez des points hauts très réguliers dans l'histoire. Donc très difficile de penser qu'on est sur vraiment. Ça y est, c'est là, et puis qu'on est condamné à retomber. Ça peut continuer à monter. Oui. Et donc en fait, donc ça peut monter, ça peut baisser. Et par contre, sur un temps long, quand je dis temps long, je parle de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Effectivement, on a un principe de base en finance, c'est qu'on est récompensé du risque qu'on a pris. Oui. Et donc sur cette détention longue, on va voir des à-coups qu'on appelle volatilité pour le jargon. Et voilà. Je vais essayer de ne pas avoir trop de vocabulaire technique. Mais donc on va avoir ces à-coups. Mais par contre, sur le long terme, on est gagnant. On est gagnant, on est récompensé. Donc ça veut dire que si j'ai un temps long, logiquement, je peux prendre du risque et je peux encaisser ce risque. Si j'ai un temps court, je peux avoir un coup d'arrêt en dessous de ma valeur et mon capital. Et donc, du coup, c'est pas ce que je veux. Donc, c'est-à-dire savoir à quel où placer le curseur en termes d'horizon de placement. Donc, ça, on parle projet pour dire horizon de placement. En fait, que vous achetiez une voiture ou que vous achetiez ou que vous payez un mariage, si c'est le même horizon, c'est à peu près le même raisonnement. Donc on est vraiment pour retraduire ça. Après, il y a le deuxième élément, donc je dirais dans cette étape de projet, qui conditionne le choix des ETF derrière, c'est l'appétence pour le risque. Et l'appétence pour le risque, ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que moi, en termes de personnes, à partir de quel moment je ne vais plus dormir la nuit? Si je prends moins 10% et que je regarde mon compte bourseau, est-ce que là j'ai des sueurs froides et je dors plus? Et c'est là d'ailleurs souvent où on ne se tient pas à son horizon d'investissement parce qu'on se dit bon d'accord c'est pour du long terme et puis ça baisse et puis se dit ah mince il faut que je fasse quelque chose. Une question là qui est, de Matak pareil qui est tombée, pensez-vous qu'il faut investir maintenant, les marchés sont assez élevés ou bien il faut attendre l'opportunité? C'est aussi le rapport au risque finalement. C'est le rapport au risque et je pense qu'on va répondre parfaitement à la question un peu plus tard. Dans le webinaire sur comment est-ce qu'on va pouvoir faire un peu la troisième étape. Donc on va pas tout dévoiler tout de suite. Et donc encore une fois, on peut avoir plusieurs projets, mais c'est l'idée de à quel moment je veux disposer de mon argent. Et en fait, l'horizon de placement va aussi conditionner sur quelle enveloppe je vais pouvoir le faire. Donc il y a, comme vous savez, la fiscalité en France, c'est quelque chose d'assez complexe et on aime bien, les Français aiment bien de naviguer. Je ne sais pas si les Français aiment bien.
En tout cas, ils sont devenus assez experts dans il y a le effectivement cette notion de, en fait, sur un investissement, on va avoir des revenus et de la plus-value. En tout cas, c'est le but de la manœuvre. Et c'est de savoir, du coup, où est-ce que je vais me porter en fonction de à quel moment je vais devoir vendre et disposer de mon argent. Oui. Et donc, je vais faire un arbitrage entre, j'investis plutôt dans le compte PEA, dans un compte titre, dans une assurance vie, ou dans un cadre de PER, qui est un dispositif de retraite qu'on a souvent abordé dans le cadre de l'émission. Oui, et effectivement, pour toutes ces différentes enveloppes, ça ne va pas être le point principal de notre webinaire ce soir, mais on a fait beaucoup de vidéos sur le sujet, notamment sur l'endroit où on peut mettre des ETF. Là aussi, vous pouvez les retrouver dans 100% ETF et dans des webinaires qui ont été consacrés au sujet. Voilà donc pour cette étape numéro 1, et on a vu avec Arnaud qu'elle soulevait déjà pas mal de questions et qu'il faut se poser les bonnes. On va passer à l'étape numéro 2, c'est celle qui va vous intéresser, c'est de construire son portefeuille, et c'est souvent là où ça commence à coincer. C'est un peu comme au supermarché, des fois la richesse de l'offre, c'est plus un frein qu'autre chose, on a peur de se tromper. Le nom des produits n'est quand même pas toujours très compréhensible. Comment est-ce qu'on peut commencer à construire son portefeuille? Et puis on va peut-être rappeler là aussi la base, investisseur avisé en ETF. On va rappeler ce que c'est les ETF quand même. Absolument, revenons un peu sur la notion d'ETF. Je vous disais tout à l'heure que les investisseurs avisés... Question de Hervel qui est tombé en direct. Qu'est-ce qu'un ETF? Voilà. Je disais, les investisseurs avisés s'exposent à la dynamique des grandes bourses mondiales pour faire croître leur capital. Il y a plusieurs façons de le faire, et j'ai envie de dire la façon la plus simple, la plus connue, c'est d'acheter des actions en direct. Donc vous allez acheter Apple, vous allez acheter LVMH. Nvidia, on parle que de Nvidia, Charlotte. Voilà. Mais alors se pose la question déjà du choix, qu'est-ce que j'achète? Et ensuite se pose la question du coût, parce que si on regarde le cas de LVMH, c'est tout de même 850 €. 2000 pour Hermès, on peut même aller encore plus haut. Pour pouvoir acheter une action de LVMH. Donc on voit que si on veut commencer à se constituer un portefeuille d'actions un petit peu diversifié, tout de suite, il va falloir débourser plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Et ça, on sait que ça peut dissuader certains d'entre nous. Oui. Donc c'est là que les ETF interviennent. Donc ETF, c'est quoi? C'est 3 lettres pour Exchange Traded Fund. Donc en anglais, ce sont des fonds cotés en bourse. Et en fait, ce sont des fonds qui se négocient en bourse exactement comme des actions et qui permettent également de s'exposer en fait à la dynamique des bourses mondiales. Parce que ce sont des fonds, ils sont très diversifiés. Donc dans un ETF, on retrouve un panier potentiellement d'une centaine, voire de milliers de titres. Et en fait, ce sont des fonds qui vont chercher à répliquer le plus fidèlement possible la performance d'un indice. Donc, qu'est-ce qu'un indice? Un indice, c'est par exemple un marché boursier. Si vous prenez l'exemple de la France, vous avez l'indice MSCI France qui représente et qui cherche en fait à fournir la performance en fait des 61 premières entreprises françaises. Donc vous allez vouloir vous exposer au marché français, soit vous achetez individuellement 61 des sociétés françaises, soit vous achetez une part de l'ETF MSCI France. Un indice, ça peut aussi être, par exemple, un secteur. Donc, on a tous entendu parler du Nasdaq, c'est aux États-Unis l'indice des valeurs technologiques américaines. Donc voilà. Donc c'est là où les ETF sont intéressants, c'est qu'ils sont un moyen très simple d'accéder à la bourse de manière très diversifiée, puisqu'en une seule transaction, en achetant une part d'ETF, vous achetez un panier diversifié. Les niveaux de seuil d'accès aussi sur les ETF sont très faibles. Donc vous avez des ETF qui se négocient sur des parts à partir de 25 €. Donc c'est très accessible. C'est toujours mieux que les 2000 d'Hermès. Voilà, ça permet donc de pouvoir tout de suite acheter plusieurs ETF, diversifier un petit peu son portefeuille. Donc ça, c'est aussi le deuxième avantage des ETF. Simplicité, puisqu'en une seule transaction, j'achète quelque chose de très diversifié. C'est facile d'accès. Et le dernier point, c'est que les ETF sont extrêmement démocratiques. Oui. On l'a dit, ce sont des fonds qui cherchent à répliquer la performance d'un indice, non pas à battre l'indice. Oui. Et du coup, ils sont souvent beaucoup moins chers que les fonds traditionnels, entre 7 et 10 fois moins chers. Donc ça, c'est le premier point. Et puis très démocratique parce qu'en fait, que vous soyez un investisseur institutionnel qui achète 100 millions dans un ETF, par exemple dans le S&P 500, ou bien un jeune qui achète 100 € dans son compte titre, vous allez payer exactement les mêmes frais de gestion. Donc c'est dans le cas du S&P. C'est pas mal. Voilà, dans le cas du S&P 500, ce sera des frais annuels qui sont inférieurs à 0,1% par an. Donc on voit que c'est un excellent
moyen en fait, de mettre le pied à l'étrier, de commencer à faire ses premiers pas en bourse. Oui. Ils sont très transparents. C'est le dernier point. Hein. Vous êtes un investisseur d'ETF, vous pouvez aller sur le site grand public de BlackRock, cliquer sur le nom de l'ETF et vous verrez en temps réel la composition de votre investissement. Et puis moi j'adore la simplicité de se dire finalement j'achète un ETF sur un indice comme le Nasdaq, et ben peu ou prou la fidélité de la réplication qui a quelques points finalement, je peux voir ma performance comme ça au jour le jour sans plus de complications quoi. Voilà, et c'est très simple en une seule transaction. On a une question de, je pense que c'est Jean-Marie Richard qui nous demande quels sont les risques avec les ETF, le capital est-il garanti? Alors c'est une très bonne question. Et oui. Et effectivement, il faut aussi rappeler des risques quand on parle des ETF, qui sont finalement un instrument financier pour s'exposer aux grandes bourses mondiales. On l'a dit, ils vont tenter de répliquer le plus fidèlement la performance de l'indice. Donc finalement, la performance de l'ETF va suivre la performance des marchés. Oui. Et le risque de l'ETF, ce sera le risque inhérent à ses sous-jacents, à ses composants finalement. Donc oui, il y a un risque de perte en capital, comme sur les actions. Exactement, ça va toujours mieux en le disant, en le rappelant. Phil nous demande aussi quels sont, puisque vous avez dit qu'ils étaient beaucoup moins chers, les frais de gestion des ETF en moyenne, à grosse maille, Charlotte. Alors c'est difficile de donner une moyenne, Arnaud. Je crois que la moyenne, elle est autour de 25 points de base chez nous. Alors quand on dit les points de base, on a déjà perdu tout le monde, Arnaud, donc 0,25%, c'est une moyenne. Avec dans le bas de fourchette, ce qu'on appelle, on reviendra après, mais des expositions cœur de portefeuille. Oui. Qui, le fameux S&P 500 que j'évoquais. Qui sont plutôt autour de 10 points, de 0 à 1%. Pardon. Bravo. Et en fait, les plus exotiques, on va dire, qui sont peut-être plus à 35, 0,35%. 0,35%. À comparer à des fonds de gestion active, on va dire qu'ils sont entre 1,5, 2%. Et 2%. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on voit quand même le différentiel, 0,25, 0,35. Contre 1,5 à 2%. Donc voilà, ça, on voit bien effectivement la différence des frais. Là aussi, beaucoup de vidéos. On avait Alain qui nous demandait, mais où est-ce qu'on retrouve les précédentes... Oh là là, les questions pleuvent littéralement. Où est-ce qu'on retrouve les précédentes webconférences? Alain, c'est sur la rubrique vidéo du site Boursorama. Vous avez une sous-rubrique qui s'appelle webinaire et là, vous pouvez toutes les retrouver. Vous pouvez aussi retrouver sur la même rubrique les 100% ETF dans lesquels on explique tout ça. Et malgré toutes ces émissions, on va quand même revenir, puisqu'on a vu le grand principe des ETF, où il faut rentrer un petit peu dans le détail. Ceux auxquels on pense le plus naturellement, ce sont bien sûr, Charlotte, les ETF qui portent sur les actions. Effectivement, donc je le disais, les ETF, ils répliquent la performance dans l'indice et en fait, il y a aujourd'hui presque autant d'ETF qu'il y a d'indices, surtout parce que l'innovation dans ce domaine-là, c'est vraiment accéléré ces 10 dernières années pour une raison qui est simple, c'est qu'il fallait faire aussi face à un engouement très fort des investisseurs, notamment des institutionnels, pour les ETF qui les utilisent aujourd'hui au même titre que les actions et notamment une demande très forte d'aller chercher des nouvelles expositions sur l'obligataire, etc. Donc il y a beaucoup d'innovation qui a lieu dans le champ des ETF. Je vais parler un peu plus précisément des actions. Historiquement, vous aviez surtout des ETF sur les géographies. Donc maintenant, ça s'est beaucoup, on va dire, diversifié. Donc géographie, par exemple, des ETF très diversifiés comme des expositions sur le monde. On pense par exemple au iShares Core MSCI World ou sur l'Europe, iShares Core MSCI Europe. Vous avez la même chose sur les émergents. Et vous retrouvez de plus en plus, j'ai envie de dire, de granularité à travers maintenant des ETF monopays. Vous pouvez acheter la France, je le disais tout à l'heure, iShares MSCI France, c'est l'équivalent du CAC 40. Mais vous avez aussi des ETF, si vous voulez, sur l'Inde, même sur l'Indonésie. Donc vraiment une grande diversité. Et ce style des ETF qui répliquent l'indice CAC 40, oui, la réponse est oui, clairement. Clairement, tout à fait. Donc les ETF ensuite se sont beaucoup développés sur tout ce qui est secteur, avec également de plus en plus de précision. Par exemple, si vous voulez aujourd'hui cibler le secteur de la santé, c'est possible à travers les ETF, par exemple iShares Global Healthcare. Et là, vous allez vraiment essayer de jouer le secteur de la santé très diversifié, les grandes pharmaceutiques, par exemple. Et si vous voulez jouer le secteur de la santé, mais sous un angle qui est plus innovation-croissance, eh ben, vous avez aussi un ETF pour le faire, qui s'appelle iShares Healthcare Innovation. Et là, on va plus cibler, on va dire, les sociétés innovantes de la santé, que ce soit du côté des biotech ou des services. Donc, on voit que les ETF permettent aussi de s'exposer à des secteurs très précis de l'économie. Il y a une finesse, les télécoms, les automobiles, même les automobiles européennes, si on veut aller vraiment encore plus dans le détail. Et le dernier grand domaine sur lequel on a vu vraiment beaucoup d'intérêt ces dernières années, c'est tout ce qui est ETF thématique. Et d'ailleurs, notre gamme s'est vraiment beaucoup développée sur les 5 dernières années. On le disait,
Une bonne façon de s'exposer en premier lieu au marché, c'est d'aller sur quelque chose d'un peu diversifié, le monde. Mais ensuite, ça peut être intéressant de diversifier avec des thématiques, et notamment pour jouer un petit peu et exprimer ses propres convictions sur les secteurs qu'on aime, sur les thématiques qu'on aime. Je pense que la technologie, c'est devenu un peu incontournable ces dernières années, surtout avec en fait, l'avènement de l'intelligence artificielle pour tous. On a beaucoup parlé en 2023 voilà, et on a beaucoup de demandes pour les ETF sur la technologie. Et je voulais partager avec vous quelques exemples, donc notamment iShares Global Semiconductors. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va venir cibler tout ce qui est fabricant de ces petites puces électroniques qu'on retrouve partout Allez. De notre smartphone à notre auto, voilà, notre balance connectée, tous nos objets connectés, exactement. Et puis qui joue aussi l'intelligence artificielle. Vous retrouvez aussi iShares Digital Security, donc là c'est le fameux enjeu de la sécurité informatique qui est un enjeu stratégique aujourd'hui pour les entreprises. iShares Automation and Robotics, donc là on est sur l'automatisation des chaînes de montage, c'est également un enjeu très important pour les économies développées, avec des entreprises qui relocalisent pour baisser les coûts et puis aussi faire monter en compétences leurs employés. Donc tout ça, ce sont des petits exemples. Et puis iShares Digital Entertainment and Education. Et là, c'est vraiment un ETF pour ceux d'entre nous qui sont fans de jeux vidéo, de réalité augmentée, etc. C'est pour moi ça. Vous voyez, il y a plein de façons il y a une multitude d'ETF sur différents thèmes. Vous en avez aussi sur l'environnement, par exemple. C'est quelque chose qui attire beaucoup les jeunes, notamment, qui veulent jouer les énergies renouvelables. iShares Clean Energy, ou encore les enjeux de l'eau potable avec iShares Global Water. Donc j'ai envie de dire, un bon moyen de s'exposer en ETF et d'exprimer ses convictions en tant qu'investisseur. Du plus large au plus ciblé. Du plus large au plus ciblé, et surtout de pouvoir aller investir dans des domaines de l'économie réelle qui nous semblent être porteurs. Oui, exactement. J'en ai parlé lors du lancement, mais Amine nous dit, mais au fait, mais c'est quoi iShares ? Charlotte, c'est quoi iShares ? Alors iShares, c'est la marque des ETF de BlackRock. Bon, voilà, très clair. Et on avait cette autre question qui va me fournir une transition toute parfaite. Alain nous dit, les ETF ne sont-ils composés que d'actions ? Et on avait cette autre question, où est-elle ? Oh là là, elle est loin. Non, elle est partie, que d'actions. Donc ah oui, voilà. Et qui nous dit, existe-t-il des ETF liés aux obligations et ou aux monétaires ? Et c'est là que je me tourne vers Arnaud. Des ETF sur les obligations, ça existe ça ? Alors, bien sûr, ça existe. Ça existe depuis une petite vingtaine d'années. Ouais. Donc c'est pas une nouveauté, hein ? C'est pas une nouveauté. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la terminologie obligation, en fait, c'est juste d'emprunt. Donc concrètement, que ce soit des emprunts d'État, donc l'État français, américain, etc., qui vont émettre ces obligations pour justement emprunter, ou des entreprises qui auront besoin de financement. Oui. Un petit mot sur ce marché-là, parce que c'est un marché qui est en fait plus gros en taille que celui des actions. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose de très important en termes de taille. Et effectivement, un autre aspect, c'est que logiquement, il est un peu plus compliqué. Pour un investisseur individuel, c'est pas simple. Pour y accéder. Oui. Et donc il y a des barrières à l'entrée, notamment en termes de montant minimum à investir. On parlait d'Hermès, là on est sur des multiples d'Hermès parce que pour la plupart c'est des dénominations de 100 000 euros. Oui. Donc voilà, concrètement là, c'est très compliqué. C'est un peu compliqué tout de suite. Donc c'est réservé plutôt à la clientèle professionnelle, on va dire. Oui. Et en fait c'est là où les ETF ont démocratisé l'accès. Donc vraiment avec un engouement très fort. Et on est effectivement sur un marché qui a énormément cru. Il existe plus de 2000 milliards, je vous dis, donc c'est des chiffres qui donnent le vertige en ETF obligataire. Et on va retrouver au travers de ces 20 années de développement beaucoup de granularité. Tout comme on en a parlé sur les marchés actions, en fait, un peu moins que sur les marchés actions, mais tout de même, on a essayé de vous expliquer les différentes catégories. Alors en fait, je vais repartir aussi sur un concept, c'est que sur une obligation, il y a deux éléments qui vraiment vont dicter la performance. Donc qu'est-ce qui va faire que mon obligation, mon ETF obligataire va faire plus 10% ou moins 5% ? En fait, il y a deux variables. Il s'agit en fait de la maturité, je vais essayer de ne pas utiliser de vocabulaire, la maturité, si vous voulez un petit peu discuter et montrer que vous connaissez, on appelle ça plutôt de la duration. Duration, hein. Exactement. Ah, c'est dans les dîners mondains, ça c'est bien. C'est quand j'emprunte, jusqu'à quand est-ce que je vais rembourser. Oui. Donc cette maturité. Et le deuxième élément, c'est la solvabilité. 5, 10, 15, 20 ans, exactement. Voilà. J'ai exposé le 20 ans comme exemple sur la dette souveraine, la partie les plus longues en horizon, et la solvabilité. Et donc pareil, si vous voulez... ça on sait tout, c'est la capacité à rembourser ça. Hein. Voilà, et on appelle ça le risque de crédit. Mais bon, c'est de la solvabilité. Oui.
Et ensuite, donc, on a ce marché qui est extrêmement large, des emprunts d'État, des emprunts d'entreprise. Et en fait, on a pu, au fur et à mesure, le découper. Donc, on va retrouver des ETF très très larges, donc en se disant, on prend tout. Donc là, sur le marché européen, on va retrouver l'iShares Euro Aggregate Bond, où on va avoir l'intégralité de tout ce qui est emprunté. Oui. Et on va le redécouper et on va avoir pour 100 euros, qui est la valeur d'une action de cet ETF, on va pouvoir avoir l'échantillon de l'intégralité de ce marché. Et ensuite, on va le découper avec ces deux prismes que j'ai expliqués, de la maturité. Donc on va pouvoir s'exposer et avoir un risque plus faible si on va investir sur des maturités plus courtes. Donc on va retrouver ça dans le nom. Alors les noms sont compliqués et en fait c'est par transparence. C'est parce qu'on va essayer d'avoir une nomenclature qui explique intégralement ce qui se trouve à l'intérieur de cet ETF pour être sûr que les investisseurs... Bien parler anglais quand même. Hein, un petit peu, voilà. On a gardé effectivement tout le marché. Hein. C'est pas parce qu'on est américain que c'est en anglais, c'est tout le monde, c'est une norme. Et on va retrouver 1 an, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Et donc, ça nous donne en fait cette notion de maturité. Et plus la maturité est longue, plus le risque est élevé. Parce qu'on se dit que dans la vie d'une entreprise, il peut se passer plein de choses. Voilà. Mais c'est comme si je vous prête de l'argent et que vous me rendez demain, j'ai plus de chances de le revoir que si c'est dans 6 ans. Exactement. Et donc, la deuxième notion, c'est la solvabilité. Et donc là-dessus, on va avoir des ETF obligataires qui sont avec une collection d'emprunts d'État. Oui. Et donc plus on va aller sur des États qui sont dans le top 5, on va dire, des économies, et donc moins ils sont risqués, et plus on va aller sur des économies émergentes, on va avoir une autre de type. On va avoir un risque plus élevé, récompensé par un rendement plus important. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver en découpage. Et on va avoir la même chose sur la partie émission d'entreprise. Oui. On va avoir des entreprises de qualité. Donc là, tous les noms qu'on a cités, qui sont très connus, vont être dans ce qu'on appelle, alors là pareil c'est le jargon, mais... Il faut le connaître. Investment grade. Exactement. Donc bien anglais. Et on va avoir ce qu'on appelle le haut rendement. Oui. Et donc là, c'est des entreprises qui sont certes connues. Si je vous donne des noms, vous allez les connaître. Et par contre, qui ont une solvabilité... Un peu moins bonne. Un peu moins bonne, mais qui récompense par effectivement un rendement plus important. Oui. Donc voilà, on a effectivement toutes ces catégories. Et j'aime bien en fait cette notion de rendement que j'ai exposée. Et on va revenir sur comment est-ce qu'on assemble tout ça et qu'est-ce qu'on va sélectionner. Bon, et puis il y avait cette question qui est tombée. Existe-t-il des ETF au moment de l'inscription sur les obligations à échéance? C'était une question de François. Et là, si vous regardez la slide, on a déjà la réponse. Exactement. Alors, merci pour la question. Donc, il existe aussi... Alors, donc on a, si vous voulez, le gros du marché, ça va être des ETF obligataires qui ont cette notion de maturité, mais dans lequel on va chercher à toujours avoir cette maturité en termes de risque. Oui. C'est-à-dire qu'à tout moment, logiquement, si j'achète un iShares Euro Government Bond 7 ans à 10 ans, à tout moment, je vais avoir des obligations qui ont comme maturité 7 à 10 ans. Eh oui. Ça ne veut pas dire 2030, ça veut dire 7 à 10 ans. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut les faire tourner au sein du fonds. Voilà. C'est ça, ça, c'est le marché plus classique. Et on a lancé une innovation qui sont effectivement des ETF obligataires à échéance, donc dans lequel on n'est plus sur une maturité, on est sur une date donnée à laquelle je récupère mon capital et mes intérêts, et avec le risque pris en fonction de la maturité que j'ai sélectionnée, la date de remboursement et les obligations qui sont inhérentes à l'intérieur de ce portefeuille. Il se trouve que dans la gamme d'iShares, on a ce qu'on appelle des investment grade que j'ai évoqués, donc c'est-à-dire des entreprises de qualité qu'on va retrouver à la fois en euros et en dollars et qui sont disponibles sur Boursorama Market. Bon ben voilà, et on reparlera parce que j'ai une question sur les frais. On va aborder tout ça. Bien sûr, je n'oublie pas les questions qui tombent. Donc voilà, les ETF, c'est des actions, c'est aussi des obligations. Liste, bien sûr, non exhaustive de ce qui a été présenté, de ce qui pourrait être mis au sein d'un portefeuille. Justement, comment je vais
construire, aller plus loin sur ce portefeuille. J'imagine que je ne vais pas investir dans tous les ETF, même s'ils ont l'air très séduisants comme ça. Il y avait cette question d'Antoine, quelle allocation, et ça c'est une question qui résume beaucoup de questions, recommandée entre les différents indices et secteurs. Exemple, nous dit Antoine, 30% peut-être sur un ETF CAC 40, 30% peut-être sur des ETF Nasdaq, 20% sur des mid-cap et 20 € sur le secteur du luxe. On voit déjà que dans la question d'Antoine, il n'a pensé qu'aux actions. Donc déjà, c'est peut-être que voilà. Je crois qu'une des réponses, c'est une approche que vous aimez bien, c'est l'approche cœur satellite, Arnaud. Tout à fait. Alors déjà, en fait, comme vous l'aviez dit en début de séance, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Oui. On parle de construction de portefeuille. Oh là là, mon Dieu. Honnêtement, donc on met pas 35 ETF en portefeuille. Non. Déjà, en fait, on n'a pas besoin parce que les ETF, il y a beaucoup d'actions à l'intérieur ou d'obligations à l'intérieur. Donc, à l'arrivée, avec 35 ETF, vous avez 50 000 valeurs à l'intérieur. Donc, ça ferait beaucoup. On n'a pas besoin d'en avoir autant. Et en fait, voilà, il y a cette notion de ce que je vais mettre à l'intérieur de deux compartiments, le cœur. Et effectivement, donc le cœur, on va pouvoir utiliser une métaphore que Charlotte m'a soufflée à l'oreille, qui est vraiment en fait la coque du bateau. D'accord. En se disant, voilà, j'ai mon socle, et mon socle va me dire sur un temps qui est encore une fois l'horizon qu'on a parlé. Que j'aurais défini au tout départ. Je vais aller sur la direction que je souhaite avoir, donc avec le risque que je souhaite avoir, et donc je vais pouvoir constituer ce cœur. Et après, en fait, il se trouve qu'il y a des moments de cycle qui varient, et il y a des vents favorables. Porteurs ou contraires ? Porteurs ou contraires, mais donc que je peux un petit peu anticiper. On a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé d'autres événements, de l'inflation, etc. Et en fait, je vais pouvoir ajouter, et donc ne pas forcément les garder sur tout l'horizon qu'on a évoqué. Donc si on évoque 10 ans, le but c'est que le satellite change et que le cœur ne change pas. D'accord. Et donc je vais me dire, ok, je constitue ce cœur, et ensuite, en ce moment, je m'aperçois qu'effectivement, il y a un engouement pour les technologies. Tel secteur. On peut s'apercevoir à certains moments, en pleine crise du Covid, qu'il peut y avoir un engouement pour la santé. Et on peut se dire, ok, ça peut être intelligent d'investir et d'accompagner cette tendance. On peut avoir une tendance sur le vieillissement de la population, et on va retrouver un ETF là-dessus. La robotisation, un secteur en particulier. Normalement, remontée des taux, on a un secteur bancaire qui pourrait en profiter. Donc on va pouvoir rajouter cela et essayer d'accélérer, de doper un petit peu la performance attendue. Encore une fois, c'est une espérance de gain qui est supérieure. Ce n'est pas forcément toujours le cas, mais c'est le but de cette construction de portefeuille. Mais c'est juste en fait quelle ligne je vais mettre à l'intérieur de ce portefeuille, justement, voilà, exactement. De ce titre ou de cette enveloppe qu'on aura choisie. Et là, les gens qui nous regardent disent, ok, j'ai un petit peu compris, le cœur finalement, c'est l'équivalent du fonds de portefeuille quand on dit qu'on est dans un vieux boursier, voilà. Mais ils disent, bon, ok, j'ai un peu le concept, sauf que ça manque un peu de concret. Justement, on a fait des exemples pour rendre ça justement plus simple avec la famille Monnet. Et vous allez voir, chaque membre de la famille a des objectifs différents. Alors, on vous rappelle bien sûr, ce sont des exemples, ce ne sont pas des recommandations, puisque chacun doit faire en fonction de sa situation personnelle, son objectif d'investissement, son objectif de rendement, sa sensibilité au risque. C'est toujours utile de le rappeler. Mais on va voir justement les aspirations de cette famille et on va regarder avec eux ce qu'il est possible de faire. On va commencer par le père, un père de famille qui s'appelle Jean-Christophe et voilà, il rêve d'un tour du monde à la retraite. Ça, c'est un beau projet, c'est un chouette projet. Tout à fait. J'adhère complètement. Il a effectivement cet horizon de placement qui est plutôt court, donc c'est-à-dire que son projet est à court terme. Sa deuxième particularité, c'est qu'il souhaite préserver son capital. Et donc, quand on va choisir les lignes d'ETF à l'intérieur, vous voyez qu'il y a cette bulle, on va avoir une très forte proportion d'ETF obligataires. Pourquoi est-ce qu'on a ça ? On appelle ça la partie de rendement, d'accord, à l'opposé de la partie de croissance sur les actions, parce qu'effectivement, il y a un risque de perte en capital beaucoup plus faible sur la partie obligataire. Ce n'est que l'insolvabilité de l'emprunteur, de l'entreprise ou de l'État, qui risque de faire rogner mon capital. Et donc, du coup, on va privilégier effectivement une plus grosse proportion sur la partie obligataire. Donc, dans le choix de, effectivement, est-ce que je vais plutôt faire
des emprunts d'État ou des emprunts d'entreprise plus risqués. Encore une fois, vu qu'il y a une volonté de récupérer le capital plus tôt et une appétence pour le risque limité, on va plutôt se tourner vers des obligations d'État, de pays développés. Parce que, effectivement, on va chercher la sécurité. On va chercher la sécurité. Si on va sur la partie entreprise qui offre un rendement supérieur, on va le choisir avec plutôt les entreprises de qualité, donc le fameux investment grade. Et enfin, on peut effectivement choisir les fameux ETF à échéance que nous avons lancés, dans lesquels j'ai une date à laquelle je récupère ce capital et intérêt. Donc ça va totalement remplir le contrat et le cahier des charges, si je puis dire, de Jean-Christophe. Donc ça, c'est sur cette partie obligataire qui va être 70% de mon allocation. Et ensuite, sur la partie action, ce que je vais faire, c'est que ça va être plutôt dans mon cœur de portefeuille, encore une fois, et je vais être sur des indices larges. Pourquoi ? Parce que qui dit indice large, je vais avoir ce qu'on appelle de la diversification, et donc je réduis mon risque. Et donc, je bénéficie effectivement de la croissance potentielle des marchés actions, mais je ne m'expose pas à un risque d'une entreprise. D'un secteur très particulier qui pourrait sur- ou sous-performer. À avoir ces fameux vents contraires au moment où je souhaite disposer de mon argent dans 7 ans. On aime bien la métaphore de navigation, je suis sûr qu'on va la filer. En tout cas, voilà, pour ce père de famille, surtout les ETF obligataires, du rendement avec les obligations et un positionnement en ETF, action plutôt large, plutôt diversifié. Ne vous inquiétez pas, je vois vos questions qui continuent à tomber. On aura du temps pour y répondre et au plus grand nombre possible, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est le premier cas. Et Lucas, le fils de famille, lui, comme beaucoup de son âge, on peut le deviner, ce qui l'intéresse, c'est l'achat d'un appartement. Alors, je dis coucou à Lucas, mon fils, en l'occurrence. Donc, ici, en fait, on a un horizon qui est effectivement plus court pour acheter un bien dans 5 ans. C'est ça, acheter un bien dans 5 ans tout en investissement pour le long terme. Exactement. Et donc, il y a cette notion aussi, peut-être que l'intégralité de ce qui souhaite disposer n'est pas dans 5 ans, mais il y a cette appréciation du capital. Et donc, du coup, on va retrouver une autre répartition. Donc, on est plutôt sur du 50-50 au travers de la bulle. On va avoir des obligations d'entreprise, toujours dans mon cœur de portefeuille, à peu près les mêmes que ce qu'on avait évoqué, parce qu'il y a cette appétence pour le risque qui est limitée. Donc, on n'a pas envie de se réveiller avec un portefeuille et une perte de l'épargne qu'on a constituée et qu'on a décidé d'investir. Et par contre, une plus forte proportion sur les actions, parce que j'ai effectivement un temps plus long chez Lucas qui est plus jeune. Et donc, on va avoir tendance à inclure les indices larges, fameux très diversifiés, auxquels on va pouvoir ajouter des indices qui sont pays. Et donc, du coup, il y a moins de valeur à l'intérieur, et donc il y a plus de risques à l'intérieur, mais un plus grand potentiel. Espérance de rendement. Espérance de rendement et de croissance, et auxquels on va pouvoir ajouter également des secteurs. Par contre, sur le choix des secteurs, on a ce qu'on appelle des secteurs qui sont plus défensifs, et dans lesquels il y a une sorte de prédictibilité de revenus, parce qu'il y a des revenus beaucoup plus récurrents. Le secteur de la santé fait partie de ce qu'on appelle des secteurs défensifs, les biens de consommation, les... Pas se passer de médicaments, voilà. Enfin, exactement. Pour les gens qui se demanderaient pourquoi c'est défensif, mais parce que ce soit la crise ou pas, il faut toujours se soigner. Exactement. Donc on va avoir ce portefeuille beaucoup plus équilibré. Et une notion un peu de cet équilibre, c'est aussi de se dire qu'en cas de baisse d'un côté, on peut être compensé de l'autre côté. Donc il y a ce phénomène. L'équilibre un petit peu au sein de ce portefeuille. Normalement, en fait, les obligations ont cette particularité sur un temps long de compenser le risque pris sur la partie croissance. Bon, voilà pour ce deuxième profil. Je passe à la fille, c'est comme le jeu de cette famille, ces exemples choisis par iShares. Assia, qui est une jeune active, et on nous dit qu'elle est prête à prendre du risque. Oh, je sens qu'il va y avoir de l'ETF action là. Exactement, et donc je remercie, priorité, maximiser son rendement. D'avoir adhéré à la théorie que le risque est récompensé comme on l'a dit plus tôt. Un horizon long. Donc elle a raison en tout cas d'avoir cet horizon long pour ses placements. Donc on va retrouver le cœur de portefeuille, c'est à peu près le même, avec un peu moins de parties obligataires, donc en termes de poids, en termes de répartition, je vais plutôt privilégier la partie action, auquel je vais rajouter donc, la partie des satellites pour doper, encore une fois,
le rendement potentiel de l'appréciation de mon capital. Sur la partie obligataire, donc on a parlé déjà des hauts rendements, donc, par exemple l'iShares Euro High Yield. High Yield, c'est pour le côté haut rendement, dans lesquels on va prêter à des entreprises qui sont plus jeunes, qui ont une solvabilité moins bonne, et je suis récompensé pour ce risque. Et donc, j'ai un potentiel de croissance plus important. On va penser aussi à la partie, alors je pense qu'on était plutôt en bas à gauche sur la partie ETF obligataire émergente, mais donc des émissions d'État. Ah oui, il y a une petite ETF obligataire émergente. Hein. Mais dans lesquelles, effectivement, on va retrouver les grands, malgré tout, les grands pays qui composent les émergents, que ce soit Asie ou en Amérique latine. Et qui en fait rémunèrent encore une fois mieux pour le risque, et donc du coup encore une fois plus de risques, plus de potentiel de croissance. Et enfin sur les actions, on va pouvoir investir sur des actions thématiques. Donc Charlotte l'a évoqué, par exemple la partie entertainment qui est intéressante, la blockchain, je ne sais pas si on y reviendra, mais ou les semi-conducteurs qui effectivement ont le vent dans le dos, qui sont des thématiques et qui peuvent doper la performance avec un peu plus de risque. On rappelle Arnaud, les performances passées ne préjugent pas les performances futures, mais l'ETF blockchain, c'était je crois plus 100% en 2023. Tout à fait. Très lié aussi c'est pour ça qu'on met les précautions d'usage, mais ça montre aussi comment ça peut venir booster un portefeuille. Tout à fait. Et des ETF actions secteur, et là on l'a déjà évoqué, c'est-à-dire qu'il y a des phases dans lesquelles on va se dire en ce moment la santé va avoir le vent dans le dos, en ce moment ça va être les actions bancaires, on va pouvoir retrouver la technologie et ainsi de suite. On verra une dizaine de secteurs. C'est bon pour Asia ? C'est bon pour Asia. On va terminer du coup par sa maman, Catherine, 53 ans, qui prépare, elle, sa retraite à l'aide d'un PER, mais pas n'importe lequel, puisque bien sûr, elle a choisi le PER de Boursorama, le PER Matelas. Tant qu'à faire. Et elle a bien fait, effectivement, très compétitif. Donc, elle va avoir deux choix. Donc, pourquoi le PER on l'a noté ici, il y a une défiscalisation à l'entrée qui est intéressante. Et donc, on va avoir soit de la gestion libre, on va retrouver en fait un choix assez large dans lequel on a une bonne partie des ETF qu'on a évoqués, mais pas que des ETF. On a aussi des fonds d'autres supports tout à fait classiques. Et aussi en fait une proposition de pilotage à horizon retraite, là qui pour le coup est 100% en ETF, pour avoir un accès à un coût le plus faible possible. C'est là où ça prend toute son importance. Et pourquoi en fait adhérer à ce pilotage, c'est qu'il y a cette notion de réduire le risque au fur et à mesure de l'avancée et qu'on se rapproche de l'âge de la retraite. Parce qu'on a évoqué la construction de portefeuille, donc qu'est-ce que je vais mettre dans mon portefeuille. Idéalement, quand je me rapproche de cet horizon, mon portefeuille peut... J'aimerais qu'il soit de plus en plus sûr. Exactement. Ah oui. Donc c'est ce qui est fait automatiquement au travers de ce dispositif, donc qui a ce double intérêt. Peu chargé et aussi cette réduction du risque au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, il y a un webinaire qui a été récemment consacré au PER Matelas où on rentre dans cette notion et de gestion pilotée et de gestion à horizon. Voilà pour cette deuxième étape. On a essayé de montrer des exemples concrets sur la construction du portefeuille. On va terminer, puisqu'on était je vous avais dit qu'on filerait la métaphore marine ou en tout cas de navigation. On termine par garder le cap. Moi j'adore, c'est super poétique, mais ça veut dire quoi concrètement, Charlotte, garder le cap? Garder le cap, ça veut dire mettre en place des bonnes pratiques pour, Laurent, maximiser ses chances de succès en bourse. Et parfois d'ailleurs, ça veut dire un petit peu lutter contre ses mauvaises habitudes, ses peurs, ses biais. On le voit quand les marchés tankent comme 2022-2023, on a tendance à paniquer, à prendre des décisions hâtives, alors qu'on sait très bien qu'il faut justement ne pas paniquer, garder une approche de long terme. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez documenté dans la littérature financière. Vous avez une discipline qui s'appelle la finance comportementale et je vous invite à regarder, c'est très intéressant et très vaste comme domaine. Et en fait, c'est un domaine qui étudie le comportement des investisseurs et notamment la manière dont ils se comportent en étant influencés par leurs biais émotionnels, leurs biais cognitifs. Et ce qu'on voit, c'est que très souvent, en fait, le pire ennemi de l'investisseur, c'est lui-même. C'est lui-même, c'est ses réactions à chaud. Et je vous donne un exemple. Lorsqu'on est en période de stress, on a
souvent une tendance qui consiste à multiplier les achats-ventes pour essayer de se mettre en sécurité. C'est ce qu'on appelle le biais d'activité. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui se reflète dans des meilleures performances. Bien au contraire, vous avez les frais de transaction qui impactent, Et etc. ça peut être complètement contre-productif. Hein. Complètement. Vous avez aussi une tendance qui consiste à vendre quand tout le monde vend. Donc ça, c'est le fameux effet moutonnier. Pareil, on ne se retrouve pas forcément à vendre au moment le plus opportun. On le répète, timer le marché, c'est très un difficile. exercice très compliqué. Sur le papier, ça paraît simple, acheter quand c'est bas, revendre quand c'est haut. Ouais, on s'aperçoit que dans la pratique, c'est l'une des choses les plus difficiles. Ouais. Et du coup, en ayant en tête un petit peu ses propres failles, ses propres biais, une bonne manière en fait de s'en prémunir, c'est de mettre en place une approche de l'investissement qui est extrêmement systématique et extrêmement disciplinée. Et par disciplinée, j'entends mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques qui vont vous permettre d'éviter ces écueils et ces biais comportementaux qu'on a tous, parce qu'on sait très bien qu'en fait, on n'est pas des êtres forcément rationnels, ou en tout cas, on l'est quand ça va bien et on l'est un peu moins quand on est stressé. Donc, une bonne pratique qu'on observe aussi beaucoup, par exemple, chez les investisseurs en plan savings plans, donc ceux qui investissent régulièrement, c'est de chaque mois, en fait, investir un montant sur, par exemple, une exposition en ETF. Alors, ce qu'on voit en Allemagne, c'est qu'ils plébiscitent beaucoup les expositions larges comme Le Monde. D'accord. Donc, 1400 titres, MSCI iShares Core, MSCI World, par exemple. Donc, vous mettez en place cette programmation chaque mois. Et en fait, que les marchés montent ou que les marchés baissent, soit en fin de mois, soit en début de mois, vous achetez les ETF. Alors, c'est sûr que si les marchés baissent, on s'inquiète un petit peu. Mais on a moins envie d'acheter tout de suite. On a moins envie d'acheter, mais ça veut aussi dire qu'avec le même montant, par exemple, si vous mettez 150 €, vous allez acheter plus de parts d'ETF. En revanche, quand ça monte, votre capital s'apprécie avec la remontée des marchés. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'au fil du temps, en ayant cette approche vraiment disciplinée, on va se retrouver à investir à différents points du cycle et donc à lisser finalement son prix moyen d'achat. Et c'est le genre de comportement qui favorise en fait des meilleures performances à long terme. Ce que disait Arnaud, le risque est récompensé. Hein, le risque est récompensé. Et c'est vrai qu'on demande souvent de concrétiser un petit peu cette approche, voir comment ça peut se matérialiser. Donc BlackRock a voulu lancer justement un simulateur pour ceux qui ne croient que ce qu'ils voient. Mais c'est bien, il faut être comme ça en épargne. On a fait un outil sur notre site internet, donc allez voir sur le site de BlackRock France, vous tapez dans la barre de recherche simulateur d'épargne en ETF. On mettra le lien dans le replay de la vidéo. Hein. Voilà, et vous allez pouvoir en fait vous amuser à regarder et à paramétrer un petit peu vos investissements pour voir combien ça vous rapporterait d'investir 100 € par mois sur une période qui peut être variable. Vous l'avez fait Donc moi je me suis amusée à le faire. Ouais. Donc j'ai regardé, donc en partant sans mise de départ, j'ai regardé si j'investis 100 € par mois sur une action monde pendant 30 ans. Sur un ETF Action Monde. Action Monde, donc imaginons que ce soit par exemple mes parents qui m'aient ouvert ça quand j'étais dès le plus jeune âge. Eh bien sur une période de 30 ans, j'aurais gagné 77 000 €. Ah oui, quand même. Et en fait, plus du double, en fait, c'est l'intérêt sur les intérêts, c'est le rendement de. On appelle les intérêts composés. Exactement. Le capital grossit, les intérêts viennent sur un capital qui a grossi et tout ça. J'ai doublé finalement. Voilà, c'est l'effet boule de neige qui a doublé le capital investi sur une période de 30 ans. Dites-moi, 77 000 €. Voilà, en ayant quand même vécu toutes les crises qu'on a connues, la crise ukrainienne. Donc on voit que malgré tout, c'est une stratégie qui reste payante sur le long terme et qui peut rapporter gros. Bon voilà, gardez le cap. On a compris ce que ça voulait dire, être discipliné, ne pas céder à quelquefois cette envie qu'on a un peu trop souvent quand tout est accessible, de regarder ces ETF et puis de vendre quand ça va pas bien. On va maintenant passer aux questions. Autant dire qu'il y en a beaucoup. Je vais vous demander d'être hyper affûté, hyper aussi synthétique quand c'est possible. Vous êtes prêts? Bon, on va commencer. Val nous demande, pour avoir un ordre d'idée, un cœur de portefeuille représente en moyenne combien d'ETF? On n'a pas parlé du nombre d'ETF. J'ai dit, voilà, pas 35 a priori. Mais... Oui, non, il n'y a pas besoin d'avoir plus que 6 ou 7 lignes d'ETF dans un cœur de portefeuille. Et encore, on peut se limiter effectivement à, comme on l'a évoqué, l'indice monde. Donc, on va déjà être super diversifié. Et l'équivalent, j'ai envie de dire, sur les émissions d'entreprise et obligataires avec un euro aggregate bond. Ouais. Donc là, on peut avoir un ETF action très large, un ETF obligataire très large. Et ça, pour commencer, basico-basique, ça marche. Tout à fait. Ouais, bon, voilà une bonne réponse. Étienne nous demande, justement, on reste sur le cœur satellite. Pour les satellites, y a-t-il une sous-période de détention minimum à avoir pour bénéficier de son plein effet du vent positif? Ça, j'ai envie de dire, pas de réponse simple à ça. Ça dépend des perspectives. Non, il n'y a pas de réponse simple, mais en fait, ce qu'on appelle, alors souvent, le satellite. Alors si pareil, en conversation le soir, vous voulez un peu frimer, on appelle ça aussi de l'investissement tactique. Ah. Et en général, le tactique, on parle d'un horizon entre 6 mois et 1 an. D'accord.
Donc voilà, il n'y a pas de règle et ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer à monter s'il y a eu un vent favorable ou s'inverser, etc. Mais voilà, on parle en général 6 mois, 1 an. D'accord, voilà, on peut être un peu plus tactique, un peu plus court terme, et puis on voit si ça prend ou pas. On l'a dit au début, mais c'est bien qu'on comprenne vraiment bien le fonctionnement. Michel nous dit, quand un ETF peut-il être vendu, y a-t-il un engagement de durée? Non. Non. C'est la force de l'ETF, non? C'est d'être. On continue. Voilà. Alors, on ne va pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. C'est exactement. Mais on peut le faire. On peut acheter, vendre 16 fois dans la journée. Si on a envie. Justement, c'était une question de Boubois qui nous disait, les ETF sont-ils cotés une fois par jour en continu? Sont-ils aussi... il y a 2 questions en une. Donc, cotation en continu ou une fois par jour, ou sont-ils aussi liquides que les actions en direct? Plus. Alors, c'est vrai qu'ils se négocient exactement comme une action, mais effectivement, ils sont encore plus liquides. Parce que déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde le risque, on l'a évoqué, entre une collection d'actions et une action, le risque est plus faible sur une collection d'actions. Et en fait, derrière Euronext, qui est en l'occurrence la face cachée de Boursorama, l'iceberg. Voilà, on va voir effectivement ce qu'on appelle un cours d'achat, un cours de vente. Oui. Et donc, derrière ces cours d'achat, ces cours de vente, il y a des intermédiaires financiers. Et eux, en fait, vont donner une liquidité, refléter une liquidité, mais qui est celle du risque à très court terme. Oui. Parce qu'eux, en fait, ne cherchent pas à garder cette position à long terme, très court terme. Et en fait, le risque étant plus faible sur une collection d'actions, je vais apporter une meilleure liquidité que sur une action donnée. Très clair. Donc, pour résumer, et vous me dites si je raconte des bêtises, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire, mais on peut acheter un ETF et le revendre dans la journée, c'est coté en continu, comme une action, c'est aussi voire plus liquide qu'une action et il n'y a pas de durée de détention minimum. Donc voilà, c'est simple, là aussi. On l'a vu d'ailleurs en période de stress où vous aviez des ETF qui étaient plus... c'était plus facile de vendre son ETF que de vendre le sous-jacent. Voilà, donc là aussi, c'est preuve supplémentaire de la liquidité de ce marché. Question de Sofiane qui s'inquiète quand même, qui dit, mais attendez, doit-on déclarer aux impôts nos ETF? Alors, pas les ETF en eux-mêmes, mais on retombe sur la fiscalité des plus-values, c'est ça? Donc, flat tax, 30%, ou barème progressif de l'impôt sur le revenu. Sauf... Je pense qu'il faut vraiment voir les ETF comme un outil d'investissement au même titre qu'une action. Et effectivement, la fiscalité qui s'appliquera sera la même. C'est celle du dispositif de l'enveloppe dans laquelle on va aller loger, en fait. Alors, justement... Il faut... Oui, allez-y, Charlotte. Non, il faut effectivement déclarer les plus-values. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas. Voilà, exactement. Et on l'a dit, ça dépend de l'enveloppe, parce que soit on est la flat tax, c'est 30%, mais il y a le PEA. Et beaucoup de questions nous ont... des gens qui nous regardent ce soir nous ont dit, est-ce qu'on peut mettre des ETF dans un PEA, voire dans un PEA PME? Réponse. Alors, PEA PME, on va pas retrouver beaucoup de supports, si ce n'est aucun support à ma connaissance. La raison est qu'un ETF, par sa construction, doit fournir de la liquidité. Oui. Et là, on parle d'entreprises qui sont quand même de petite taille, sur lesquelles il sera assez compliqué d'assurer auprès de nos investisseurs cette fameuse liquidité. Donc, pour ce qui est du PEA, la réponse est oui. On va retrouver notamment les actions avec des indices, un découpage sur ce périmètre européen, eurozone, qui nous permet, qui est dans la règle en fait du plan épargne action du PEA. Donc vous allez retrouver à la fois donc la partie MSCI France qu'on a évoquée, on va retrouver l'Eurostock 50 qui est un autre grand indice dont on parle fréquemment, les secteurs bancaires européens, technologiques européens. On va retrouver effectivement tout ce découpage. On peut également aussi avoir une deuxième façon d'avoir des supports éligibles au PEA au travers de réplications qu'on appelle synthétiques, dans lesquelles en fait à l'intérieur du fonds, j'ai ces actions qui sont éligibles, mais en plus de ça, j'ai la performance d'un indice qui peut être différent de cette collection d'actions. Et on va retrouver par exemple chez nous la partie matières premières, qui est un bon moyen d'ailleurs de se protéger contre l'inflation, dans lesquelles on va retrouver le Diversified Commodities iShares, dans lesquels à l'intérieur vous allez retrouver en fait une collection d'actions européennes, et en face de ça on a cette performance sur un indice diversifié
de matières premières. Et je Donc, concrètement, vous avez la performance des matières premières, mais dans un support éligible au Et oui, PEA. et ça aussi c'est très pratique et il y a un 100% ETF qui avait été fait sur le sujet de la gamme d'ETF iShares qu'on peut mettre dans un PEA. Je vous invite à le retrouver avec la slide qui liste très précisément les produits. Question aussi qui revient souvent de marque mais également posée lors de l'inscription, à savoir, tiens, comment ça se passe pour les dividendes sur un ETF? Est-ce qu'un ETF verse des dividendes? Alors, il existe des ETF qui versent des dividendes Oui. et des ETF qui ne versent pas de dividendes et qui se disent accumulants, Oui. capitalisants en français. Donc, vous allez retrouver encore une fois dans cette nomenclature à C'est ça. rallonge, Faut aller jusqu'au à la bout. fin, à la fin effectivement du nom, Oui. vous allez voir AC. AC, c'est pour accumulant. Oui. Et vous allez retrouver INC, c'est pour Ou DIST. Non, 10 10 DIST pour pour distribuer. distribuer. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est que bien sûr, on ne va pas payer à chaque fois qu'il y a une entreprise qui va payer un dividende. Parce que quand on est sur le MSCI World, donc le fameux monde, Oui. on a Avec 1200 valeurs. 1400, Donc, tous les jours, on ne va pas aller toucher quelques centimes. Oui. Donc l'idée, c'est effectivement de manière périodique, trimestrielle ou 2 fois par an, on va avoir ce détachement et donc on va recevoir en fait l'accumulation de tous les dividendes perçus par ce portefeuille dans notre compte en banque. Pareil pour la partie obligataire, on n'appelle pas ça des dividendes, mais c'est plutôt des coupons, mais de l'accumulation de coupons qu'on va percevoir. Et encore une fois, c'est que si j'ai investi sur ce fameux ETF qui à la fin avait ce DIST pour distribuant. Ce qu'il faut dire, Arnaud, c'est que les dividendes, de toute façon, ils ne sont pas perdus. Soit ils sont distribués si je choisis un DIST, soit ils sont, ils sont réinvestis dans l'ETF et finalement, j'en bénéficie comme si j'achetais une action là aussi. Exactement. Ouais, bon ben voilà. On avait une question sur la liquidité des ETF, une question d'Olaf sur la question de la liquidité des ETF obligataires. Est-ce que c'est pareil que pour les actions? Alors, c'est pareil que pour les actions, sauf que la lecture est un peu différente parce que le marché obligataire est moins transparent. Ce n'est pas un marché électronique, donc l'accès à la donnée est quand même plus compliqué. Et en fait, tout l'intérêt de l'ETF, c'est justement de fournir cette transparence, donc d'électronifier un marché qui est un peu archaïque, et donc d'améliorer en fait la partie liquidité qui est disponible sur ce marché-là au travers de cette transparence. Et c'est pour ça notamment qu'en période de stress, les investisseurs se sont énormément déportés sur des ETF parce que c'était ce qu'il y avait de plus transparent et plus rassurant pour pouvoir vendre ou acheter ces expositions. Bon, on avait une question de Sofiane, ça c'est pour moi. Pouvons-nous trouver ces ETF sur l'application Boursorama? Écoutez Sofiane, le plus simple, c'est encore d'aller sur le site dans la rubrique ETF et d'utiliser notre sélecteur de fonds. Et là, vous aurez différentes catégories que vous pouvez renseigner, cocher, de façon à trouver pile ce que vous voulez. Et ce sera la meilleure façon de faire votre première sélection, quitte après si vous les achetez sur l'application. Idem, pour où trouver la liste des ETF par thème, catégorie, c'est pareil, notre sélecteur sur la rubrique ETF, sur le portail Boursorama ou sur le portail connecté quand vous êtes dans votre espace client, vous allez voir qu'il vous permet à chaque fois de choisir assez précisément l'ETF sur lesquels vous voulez vous exposer. Melki, quels sont les droits d'entrée et de sortie? Alors là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais effectivement, pour une large gamme, en tout cas une large proportion des ETF iShares qui sont disponibles sur Boursorama, c'est 0 grâce à l'offre Bourse Markets. Voilà, et ça c'est encore... Il n'y a pas de frais d'entrée ou de sortie sur les ETF, déjà, en général. Après, il peut y avoir effectivement des frais de trading lorsqu'on l'achète, mais chez Boursorama, les frais de trading des ETF iShares sont inexistants. Donc, je le disais, c'est un peu les soldes toute l'année chez Boursorama sur les ETF iShares. Après, il faut regarder parce qu'au niveau des enveloppes, il peut y avoir des frais d'entrée, mais voilà, ça c'est à regarder au cas par cas. C'est indépendant des ETF. C'est indépendant des ETF. Et on rappelle, voilà, les frais de gestion, on en a parlé, entre 0,25 et 0,35 selon l'ETF, mais en tout cas, ça reste vraiment peu chargé en frais. C'est aussi un des attraits des ETF. J'avais cette question de Thilo, comment se familiariser avec les noms si complexes des ETF? Bon, il faut faire un peu de langue de Shakespeare et puis il faut savoir ce qu'on met dedans. C'est ça, on va retrouver souvent, on peut quand même essayer de donner quelques pistes. On va souvent retrouver soit le secteur, soit la zone géographique, et puis voilà, certaines caractéristiques techniques de distribution, d'accumulation, c'est un peu ça. Alors, vous allez retrouver iShares en numéro 1, ensuite l'indice en numéro 2 qui reflète effectivement ce qu'il y a à l'intérieur de cet ETF, donc pays, ou secteur, comme vous l'avez indiqué. Et ensuite, vous allez retrouver un certain nombre d'acronymes
UCITS, parce qu'en fait, on est régulé de manière européenne Oui. par une directive. ETF, parce qu'on parle bien d'ETF, Oui. et les fameux accumulations Avec ACK ou DIST. et DIST Voilà. à la fin. Donc, pour avoir cette transparence, nomenclature un peu à rallonge, mais c'est effectivement pour C'est un coup à prendre, on va dire. Oui. On a eu aussi énormément de questions sur le développement des crypto-monnaies et les ETF qui y sont liés. Alors voilà, est-ce que Zenla nous demandait est-ce qu'il y aura bientôt un ETF sur le Bitcoin? Alors, donc, aux États-Unis, Oui. on en a beaucoup parlé, effectivement. Il y a eu un certain nombre de référencements et de lancements. Et donc, encore une fois, c'est un marché américain. Début d'année, ça s'est passé. Début d'année, effectivement, sur lesquels, malheureusement ou heureusement, ils ne sont pas accessibles pour la commercialisation en France. D'accord. Ce que vous allez pouvoir retrouver au travers de la gamme iShares, c'est effectivement la technologie sous-jacente. J'avais parlé de la partie blockchain, et donc qui effectivement a été relativement proche du parcours boursier, si je peux appeler boursier, de la partie Bitcoin. D'accord. Oui, donc ça peut être une façon, ça peut être une façon indirecte, mais quand même assez corrélée. Cet ETF, blockchain, pareil là, autant de noms qu'on essaiera de mettre sur le replay de la vidéo qu'on vous proposera d'ici quelques jours. Question de Nourdine qui était tombée au moment de l'inscription, et que moi j'adore. À quel âge conseillez-vous de se lancer dans les investissements en ETF? Quel pourcentage d'épargne ou de revenus investir dans les ETF chaque mois ou chaque année? Déjà, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge, ou en tout cas le plus tôt possible, non, si j'ai bien retenu ce que vous avez dit ce soir. Tout à fait. Exactement. Horizon long. Ouais. Voilà. En fait, oui, l'ETF, je le disais, c'est un outil pour s'exposer à la bourse. Après, on va le loger dans différentes enveloppes. Et donc, cette enveloppe, on peut l'utiliser pour différents projets. Donc, si vous êtes, par exemple, il y a beaucoup de Français qui ouvrent une assurance vie pour leurs enfants. Oui. Pourquoi ne pas y loger des ETF dès leur plus jeune âge? Et ça permet de prendre du risque, comme on l'évoquait, d'avoir un horizon de temps qui est long. Par contre, si vous voulez préparer la retraite, donc ça serait plus l'enveloppe PER qui pourrait vous permettre de défiscaliser. Et là aussi, vous pouvez mettre des ETF. Donc, finalement, on peut mettre des ETF un peu partout, dans toutes les enveloppes. Et combien est consacré mais pourquoi pas un produit et si vous voulez regarder ce qu'avait dit Warren Buffett, Oui. je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est que la meilleure chose à faire, effectivement, c'est d'acheter un ETF sur le S&P 500 quand on ne sait pas quoi faire. Et puis de le faire, et puis de continuer à le faire, quel que soit le contexte de marché. Exactement. Finalement, les concepts qu'on a abordés ce soir. Est-ce qu'on a encore des questions qui tombent en régie? Je vois qu'il est 19h37, mais en même temps, il y avait plein de sujets et c'était super intéressant. Que me dit-on? Que me murmure-t-on à l'oreillette? Eh bien, c'est fini, me dit-on. Écoutez, voilà. On a débordé un petit peu, en même temps c'était passionnant. J'espère que vous vous sentez déjà l'âme d'un investisseur avisé en ETF. J'espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions, de vos interrogations ce soir. Sinon, pas d'inquiétude parce qu'il y aura forcément d'autres rendez-vous sur les ETF cette année. Merci à Charlotte, merci à Arnaud d'avoir répondu si bien à vos questions ce soir. Merci à tous les deux. Et puis, voilà, restez encore avec nous quelques instants, le temps de répondre à un court questionnaire de satisfaction. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée et à très bientôt.